Bien, bonjour mesdames, bonjour messieurs, chers collègues. Je vais donc essayer d'être assez synthétique parce il m'a dit qu'il fallait que je sois assez court par rapport à mon mandat de base. Je vais rebondir sur cette question parce que j'ai eu l'occasion de travailler en Somalie. Et comme vous le savez peut-être, la Somalie est vraiment une tradition orale vu que la langue s'est écrite en 86. Et donc j'ai eu pendant une année avec moi des gens qui étaient vraiment de cette tradition orale, donc qui n'avaient pas fait le saut technologique que représente la révolution néolithique, agriculture, mais écriture, donc en fait possibilité de prendre des notes, représentation symbolique du langage, stockage d'informations sur un support non biologique, pour la première fois avec l'écriture, hein, on peut garder des informations en dehors de notre corps vivant, par exemple la pierre d'Alexandrie, qui permettra de redécouvrir des langues qu'on ne parlait plus, à un moment où plus personne sur Terre les parlait, parce qu'on avait le même texte traduit. Et face à ces Somaliens, ce qui était sidérant, c'est que donc, voilà, vous avez un collaborateur, vous lui dites bonjour, il vous dit bonjour en somalien, vous dites comment ça va, il vous dit en somalien, il dit, ah ben tiens, on va s'apprendre la langue. Et en fait, après 10 jours, cette personne me disait, alors salut Paul, comment ça va, est-ce que tu as bien dormi, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, on va à l'entrepôt, on va à l'aéroport. Et moi, j'essaie toujours de dire bonjour. Et donc, ce que j'ai vu là, c'est en effet l'ambiguïté des technologies, telles que l'écriture, qui nous a amené, je pense, une valeur ajoutée incontestable. En tout cas, je suis personnellement un amoureux du livre. Je pense qu'on est nombreux à l'être dans cette assemblée. Mais en même temps, au niveau mémoire, face à ces Somaliens, je me sentais un peu comme quand je fais mon footing face à des Kenyans ou quand j'ai eu l'occasion de faire de la montagne dans l'Himalaya face à des gens qui vivent à 4000 mètres et qui vont 10 fois plus vite que vous. Donc j'ai le sentiment que chaque technologie amène une valeur ajoutée, mais aussi, évidemment, un minus, un moins. Donc je vais essayer d'allumer ce beamer. J'appuie simplement là-dessus, c'est ça? J'ai pas retrouvé ta Oui, ça présentation. doit être quelque part sur le web. Dès que Bing, tu l'as. bing, voilà. Voilà. Donc, comme on a demandé d'être synthétique, je vais commencer par Polycrate, en gros, 6e siècle avant Jésus-Christ. Polycrate, tyran de Samos, hein, qui a eu une fin délicate, mais qui a été un homme connu pour sa prospérité. Il a fait prospérer son royaume, avant de finir, semblerait-il, crucifier la tête en bas, mais enfin, les sources sont pas forcément très claires. Et il avait l'habitude de réunir je ne sais pas si on peut parler de ministres, mais en tout cas ses plus proches collaborateurs, sur la place de sa petite île qu'allait devenir l'Agora des Grecs. Et il se mettait au centre et il disait alors, ministre de la guerre, ah ben très bien, on a gagné telle bataille navale, donc ministre de l'économie, merci de débloquer un peu d'argent afin que le ministre de la culture puisse préparer une grande fête. Et si on s'intéresse au niveau architectural et aux interactions donc, entre les différentes personnes assez simplement schématisé, vous l'avez compris, par des petits ronds, on voit qu'en fait, ce type de gestion de Polycrate amenait un réseau, ce qu'on appelle un réseau roux, un réseau centralisé avec les différents points. Et suite à sa mort, donc peut-être crucifixion la tête en bas, son fils arrive, alors voilà, on parle plutôt de légende, hein, parce que les faits sont pas forcément avérés, mais je trouve l'histoire est sympathique à raconter de cette façon-là. Donc son fils arrive, les ministres sont réunis en cercle, il porte une lourde pierre, comme ça il arrive au centre du cercle des ministres, il la pose sur le sol et lui-même se range sur le bord du cercle. Et là, silence, les gens commencent à chuchoter, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait avec ce caillou? Pourquoi il a posé cette pierre? Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi il a fait ça? Je sais pas. Demande-lui. Et petit à petit, tout le monde commence à parler avec tout le monde. Et ça crée un nouveau réseau où chaque point peut communiquer avec tous les autres points qu'on appelle un réseau table ronde. Et de nouveau, donc je me concentrerai sur l'architecture du réseau de communication. C'est une des origines de la démocratie. Donc, quelque part, il y aurait une explication historico ou un peu légendaire comme ça de la démocratie, mais qui serait liée à une forme d'architecture de réseau. La démocratie, c'est la table ronde où tout le monde peut parler avec tout le monde, a le droit de parler avec tout le monde. Une structure de pair par rapport au système tyrannique, Polycrate était un tyran, où tout passe par le centre. Et si Pierre était le nom du prof. Et c'est peut-être ça la révolution des nouvelles technologies, c'est au bout du compte cette situation où hier, alors par exemple, j'en parlerai pas, mais des fois je parle du Fardier de Cugnot, hein, qui est une expérience, le premier véhicule c'était 1849 et 1851, je dis toujours 1850. Et ce que je vois, c'est que de plus en plus souvent, maintenant c'est quasiment systématique, les gens dans la salle me disent « Ah, vous trompez, c'est 49 ou 51, c'est pas 50 ». Donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a un accès
au savoir direct. Hier, l'enseignant était détenteur dans une structure très frontale, hein, comme celle qu'on a maintenant, avec cette même architecture. Et tout d'un coup, avec l'accès aux technologies, avec l'accès direct à l'ensemble du savoir, ça change, on parlait de posture tout à l'heure, ça change un peu cette attitude. Ceci dit, il faut aussi le nuancer, parce que savoir que le fardier de Cugnot, qui est utilisé pour illustrer un propos, disons, était en 49 et 51 et pas 50, c'est certes un savoir, mais enfin, il y a des savoirs plus analytiques, plus intéressants, etc. Et je pense que le discours qu'il y a derrière n'est pas forcément accessible sur Internet. On parlait avant d'une analyse philosophique, elle n'est pas forcément accessible sur Internet. Mais il y a vraiment cette évolution de la posture. Et si on fait un pas de plus, je pense que c'est une façon peut-être de symboliser ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. Et c'est peut-être là la façon la plus proche de parler de l'immense changement qui est en marche, c'est que tout est en train de se décentraliser. La révolution industrielle a amené hier une nouvelle façon de générer du profit. L'usine, avant était riche celui qui possédait des terres et accessoirement les gens sur les terres. Après ça, il y a eu l'usine. Tout d'un coup, il y a eu une nouvelle personne qui a été la plus riche du monde. Et cette personne, ni elle ne possédait de terre, ni elle ne possédait les ouvriers de son usine, vu qu'elle les payait. Bon, chichement, le bol alimentaire suffisait pas à nourrir la famille. Mais c'était une nouvelle façon de générer du profit. Et quelque part, l'ancienne classe dominante, la noblesse simplifiée à l'extrême, ou le clergé, a pas pu, bon, je dis pas que les nobles d'hier sont devenus pauvres aujourd'hui, mais enfin, les plus riches après cette révolution industrielle n'étaient plus les mêmes qu'avant. Et cette révolution industrielle a tout changé. Elle a inventé le temps, elle a inventé la discipline, elle a quelque part réinventé l'école. C'est depuis la révolution industrielle qu'il faut être à un moment donné, à un endroit donné. C'est ce qu'on apprenait hier, en tout cas à l'école primaire, hein, pour ensuite être un bon ouvrier face à la chaîne, à l'endroit où il faut, en faisant le bon geste. Ça a changé le paysage. 95% des gens étaient hier à la campagne, ils sont aujourd'hui en ville, etc. Et aujourd'hui, tout ça change. On fait un film hier, il fallait passer par la TV, le centre, le grand émetteur, pour que les gens puissent le voir, ou les producteurs pour le cinéma, etc. Aujourd'hui, vous faites votre film, vous le mettez en ligne. Vous voulez publier un livre hier, il fallait passer par l'éditeur. Aujourd'hui, vous voulez publier un livre, vous pouvez le publier en ligne. Il y a de plus en plus de succès de librairies comme ça qui ont été faits à la maison. Et même dans le domaine de l'usine, et c'est là où on est vraiment en train d'entrer là-dedans, on a ces fameuses imprimantes 3D qui sont au début. On les teste au SEM, les prémices en termes de pédagogie, mais enfin, ça reste long, etc. Mais enfin, tout d'un coup, l'usine est à la maison. Demain, on dira excusez-moi, vous êtes déjà là, j'ai pas fini d'imprimer les assiettes. Donc on est, je pense, voilà. Donc je voulais un peu amener cette petite image, et je pense que cette décentralisation est au cœur vraiment du processus. Alors maintenant, assez rapidement, vu qu'on m'a un peu demandé de faire ça. J'enchaîne sur la plus-value de la technologie. Alors, je pense que la première chose, c'est de se dire qu'elle est là. Un peu comme l'écriture. À un moment, l'écriture est arrivée. Avant, il y avait un chasseur-cueilleur. La paléopathologie montre que ce chasseur-cueilleur était un type d'1,80 m ou une femme d'1,75 m, n'avait pas de carie, ne connaissait pas d'épidémie, était en pleine santé, vivait longtemps. Et suite au progrès qu'a représenté cette révolution néolithique et donc l'agriculture, la moyenne est passée à 1,60 m, un peu moins pour les femmes. L'espérance de vie a été divisée par 2. L'élevage intensif d'humains dans des petits périmètres a créé les épidémies, etc. Toutes ces choses qui n'existaient pas avant. Mais en même temps, on a pu avoir plus d'hommes. Ceci dit, après l'invention de l'écriture et après l'invention de l'agriculture, difficile de faire comme si ça n'existait pas. Donc il y a déjà un état de fait, et ensuite je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses dans la pédagogie qui peuvent être favorisées par l'utilisation des mythiques. Hein. Comme vous savez, à Genève, on parle de mythiques, parce qu'on inclut là-dedans aussi média-image, et derrière ça, il faut voir une sorte d'analyse critique, une sorte de pensée critique. C'est ça qui est aussi au centre de ce processus d'enseigner avec ou à travers les technologies. Un élève qui se retrouve dans Google, il est tout seul. Ça veut dire que c'est à lui de se dire est-ce que ce qui est en haut de la liste de Google, qui va proposer une priorité, est valable? Comment le savoir? Tandis que quand il lit un ouvrage, il y a un ouvrage de référence, on sait que si on lit telle encyclopédie, normalement c'est valable. On voit la différence entre lire Le Courrier, Libération, Le Figaro, Le Matin. On a déjà toute une série de sources. Alors, il y a toute une série d'études, on sait quand même beaucoup de choses. La première, je pense, c'est en termes d'autonomie. C'est clair que les technologies favorisent énormément l'autonomie des apprenants et des apprentissages à différents niveaux. D'abord, la liberté du rythme, ça veut dire que ça peut
Ça permet de sortir. J'ai travaillé quelques années à l'EPFL dans ce cadre-là, en mettant des vidéos de cours en ligne. Et j'ai eu la chance de faire une étude sur l'ensemble du public, donc étudiants qui avaient utilisé ces vidéos. C'était avant les MOOC dont on a parlé tout à l'heure, et c'était juste l'enseignant qui parlait, ses slides, on avait les deux comme ça synchronisés. Et ça a été vraiment, les élèves disaient, voilà, j'ai maintenant cette liberté, des fois j'ai pas compris quelque chose, l'enseignant lui continue, je peux faire pause, revenir en arrière, le revoir quand je veux, à mon rythme, à ma vitesse. La liberté géographique, alors un peu difficile pour les enseignants de l'EPFL, qui voyaient tout d'un coup leur cours à moitié vide, parce qu'évidemment, quand on enseigne à 8 heures du matin et qu'on fait comme moi du pur frontal avec des slides de qualité, en fait, si on a la vidéo des slides et de la personne qui parle, on a quasiment tout. Vous voyez, il n'y a pas d'interaction. Donc, du coup, les élèves prenaient en main leur liberté géographique. On peut tout à fait apprendre, et je pense que ça, c'est très intéressant dans votre situation, sans forcément être en présence au niveau géographique. Bis repetita placent, donc chacun aussi, on peut revoir les notions tant qu'on le souhaite, etc., etc. Et puis, ce qui est fondamental, c'est la complémentarité avec les moyens classiques. Une fois, on m'a dit, ah oui, mais moi, j'adore le livre. Et tout d'un coup, j'ai compris que cette personne en assistance pensait que comme je faisais faire un peu le prosélyte d'Internet, on me soupçonnait de pas aimer les livres. Donc, je lis beaucoup plus de livres que de pages sur un clavier. D'ailleurs, on lit 30% plus rapidement sur du texte imprimé, on se fatigue 30% moins. Les liseuses amènent un progrès, mais je veux dire, s'il s'agit de lire, je pense que la technologie du livre est quand même la meilleure aujourd'hui. Donc, il y a vraiment cette forte complémentarité. Un autre aspect, évidemment, c'est l'aspect motivationnel. La première étude que j'ai lue là-dessus, ça fait maintenant c'était un peu plus de 10 ans, je pense. C'était le début des ordinateurs portables. Et c'était vraiment dans des quartiers anglais extrêmement défavorisés, avec une population très dure. Et en fait, ce que montrait l'étude, c'est qu'ils avaient donné des portables à ces élèves et ils venaient à l'école. Voilà ce qu'elle montrait. Avant, ils venaient pas. Les salles étaient vides. Il y avait 10%. Et tout d'un coup, la technologie avait amené cette motivation. C'est toujours très dur en pédagogie de savoir si on apprend mieux, moins bien, quel est le résultat, qu'est-ce qui reste. Disons de le faire scientifiquement. Je pense que comme enseignant, on le sent, on le sait, mais je veux dire, s'il faut maintenant le justifier devant des pairs avec des chiffres, des analyses, c'est assez compliqué. Et là, c'était une des premières études, elle avait un résultat très concret, les élèves étaient là. Donc je pense que cet aspect motivationnel, il est fondamental, il est très fort. Il peut par contre s'éroder avec le temps. Évidemment, quand c'est la 10e année qu'on utilise les mêmes technologies, elles sont un petit peu moins porteuses. Quoique, vu qu'on a toujours autant de plaisir à lire un livre. Il y a évidemment le côté très démocratique. Alors si je reprends, j'ai lu une étude par exemple de Stanford sur les cours en ligne et c'était corroboré par d'autres études que j'ai pu faire à Lausanne. Et en fait, on voit alors par exemple Stanford, ils ont eu le droit de faire ce qu'on m'a interdit de faire, c'était de corréler au bout du compte l'attitude de l'élève avec sa note, vu qu'en fait on a quand même la note qui montre, on pourrait dire il est bon, il est mauvais, il a une bonne note, une mauvaise note. Et on voyait que les bons élèves, alors de Stanford, qui est censé être une excellente université, c'était assez mystérieux, ils ne venaient pas au cours et ils ne regardaient pas les vidéos. Enfin, c'était les meilleurs. Mais ce qu'on a vu sur la mise en ligne des vidéos, c'est que ça favorisait surtout les moyens. Donc ceux qui avaient un peu plus de peine. Et ceux qui avaient un peu plus de peine, eux, ils regardaient ces vidéos, ils y revenaient, ça leur permettait de travailler, ça les rassurait, etc. Et c'est aussi ce que j'ai vu à l'EPFL. Et puis on voit aussi que ça amène évidemment au niveau social, parce que certains élèves rentrent à la maison et leur papa met du Schubert sur la chaîne stéréo et leur maman discute de la dernière pièce de théâtre. Et donc, ils peuvent, avec ses parents, interagir, je dirais, au sujet de leurs apprentissages, etc. Et d'autres n'ont pas cet environnement. Donc, évidemment, l'impact va être beaucoup plus fort pour ceux qui l'ont pas, pour les élèves les moins bien lotis socialement. Je suis convaincu aujourd'hui que si on amenait, par exemple, on a eu des résultats incroyables avec l'utilisation de pads, soit pour des élèves qui ont des déficiences psychiques ou physiques, des handicaps, soit avec par exemple dans le cadre d'apprentis, et ça a eu un réel impact. Par contre, je pense que si on prend une classe de 4e, de collégiens, etc., qu'on met des pads, ils sont sûrement contents, mais à mon avis, l'impact sera certainement beaucoup plus réduit
Donc il y a cet aspect démocratique qu'il fallait souligner. Alors bon, avec le COPA, vous êtes vraiment une école atypique. Quand je mets dernière chance, je mets un peu des guillemets ou un point d'interrogation. Mais j'ai eu un ou deux amis qui ont fait cette école et qui étaient des gens qui avaient fait un apprentissage, etc. J'ai un immense respect pour eux, puis je les ai vus venir quand même bosser toute la journée et venir tous les soirs. Je veux dire, c'est pas des gens qui ont fait leur collège comme moi, hébergés chez leurs parents, hein, donc vraiment. Et puis il y a aussi tout ce que permet cette technologie. Par exemple, le temps de cours est plus réduit. Il y a une nécessité de plus forte, je pense, de prolonger la relation à distance, etc. Ce qui est moins le cas dans l'école genevoise classique, parce que si vous êtes au collège, normalement, vous avez un peu des devoirs à la maison, mais disons, vous faites tout dans le temps à l'espace de la classe. Donc là, évidemment, architecturalement parlant, dans l'architecture de la relation pédagogique, je pense qu'il y a beaucoup de sens chez vous d'utiliser ces technologies qui sont vraiment à même de prolonger la relation pédagogique. Bon, j'ai mis un peu de verbiage là, hein. On parle de présentiel et de synchrone asynchrone. 2 mots sur la difficulté du changement, parce qu'évidemment, on dit toujours ces technologies, etc., c'est super, mais bon, c'est un changement. Le changement pour notre espèce, à mon avis, est difficile. Ça, c'est les premières machines à taper. Elles avaient ce problème technique, vous voyez. Les barres de frappe se coinçaient. Pour lutter contre ce problème technique, on a fait venir des ingénieurs compétents, qui ont travaillé dessus, et qu'on crée un clavier, parce qu'en fait, le problème venait de 2 choses, la vitesse de frappe et la proximité des barres. On le voit bien là, hein, c'est les barres les plus proches. Donc en fait, ils ont créé le clavier idéal qui empêche de taper vite, même si on tape toute la journée, etc. Si on est entraîné, on ne peut pas aller vite, et qui fait que les lettres les plus fréquentes sont à l'opposé, voyez. Et ce clavier, c'est celui qu'on a encore aujourd'hui, vous voyez. Il est là. Il s'appelle Quartz. Il a été créé pour ne pas fonctionner, d'accord ? Donc aujourd'hui, on nous parle beaucoup d'efficience, d'efficacité, de rentabilité, etc., etc. Mais enfin, tout le monde utilise le clavier créé par des ingénieurs pour ne pas fonctionner. Le clavier qui marche existe, il s'appelle Bepo. Vous allez en ligne, vous le downloadez, et vous avez tout sur ces 2 doigts, et vous gagnez, sauf si vous tapez déjà parfaitement, vous voyez, on regarde dans l'écran, mais vous gagnez 30 à 60% de vitesse, et vous évitez toute une série de problèmes, notamment tendinite, etc. Donc, visiblement, on a cette capacité en tant qu'espèce à passer de la Remington à l'ordinateur, c'est quand même un saut quantique, mais en même temps, on n'arrive pas à changer de clavier. Hein. Donc là, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer cette question du changement et ce que ça implique, évidemment, pour un enseignant. Alors, à mon avis, la démarche prime sur l'outil, là, on est tout à fait en ligne, c'est ce que tu soulignais avant, c'est aussi ce que vous soulignez, je pense qu'il fait un bon enseignant, c'est sa démarche, etc. L'outil aide. Évidemment, un livre, c'est bien pratique, mais on peut enseigner la philo sans livre, bien sûr. Donc, je pense au cœur doit se trouver la démarche. Par contre, l'outil a son sens. J'ai fait ce petit zoom sur cette péniche parce que j'ai entendu dire que vous utilisiez Moodle. Alors, Moodle, voilà, je pense que c'est une bonne technologie qui est fiable, qui est solide, à l'image de ce bâtiment et qui, à mon avis, va pas disparaître dans les 6 semaines. De même que le transport fluvial est une excellente façon de transporter de la matière quand on a des fleuves à disposition. C'est ce qu'il y a de plus économique. On peut transformer de grandes quantités. On verra des péniches peut-être un peu différentes bientôt. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Des objections plutôt. Allez-y, objectez. Ce que vous dites est très intéressant, mais par exemple, moi j'enseigne le français et c'est très peu applicable. Vous êtes en train de dire sur plein de points, je pourrais reprendre point après point, vous expliquer pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que, prenons par exemple, vous parliez d'autonomie. Justement, ce qu'on a constaté, c'est que les bons élèves qui sont autonomes, justement, même avec Internet, les élèves faibles, ils ont peur même d'aller voir Internet, et même ils nous disent, de toute façon, j'y comprendrai rien à ce qui est écrit, et si je comprends, je sais déjà que c'est tellement simplifié que c'est pas ce que vous voulez. Ce qui est absolument vrai d'ailleurs. Donc, je peux emprunter, je ne vais pas tout reprendre ce que vous avez dit, mais il y a énormément de... On a discuté dans le groupe de français, c'est très peu applicable à ma branche, je ne dis pas pour les autres, hein, mais à ma branche, au niveau de préparer la maturité de façon gymnasiale, c'est très limité. Voilà. Alors, je pense qu'il y a deux aspects. Il faut voir si c'est allophone ou pas. À mon avis, ça a beaucoup de sens avec les allophones. Donc, apprendre le français comme langue 2, deuxième langue. Voilà, bon, si c'est ça, la langue maternelle, en effet, ouais. La langue maternelle, d'ailleurs, échappe à la compréhension pédagogique.
Vous voyez, et après on reconstruit des façons d'apprendre des autres langues en disant lexicologie, grammaire, etc. Mais tout le monde sait que notre langue maternelle, on ne l'a pas apprise comme ça. On a eu un autre processus, en fait. C'est assez... et qui est aussi un processus visiblement très lié à l'affect, très lié... Enfin, tout ce qui est aussi dysorthographie de plus en plus. Alors, bon, je ne suis pas du tout un expert, mais on voit que ça vient aussi de problèmes psycho-affectifs, de relations dans la famille. Enfin, c'est quelque chose de... La langue, nous, on parle d'autre chose. On parle de tout ce que veut dire s'approcher de la culture, donc littéraire, de construire des arguments, de rédiger un texte intellectuellement. Alors, bon, j'ai eu par exemple des élèves avec qui je travaillais au YouF qui ont utilisé Wikipédia. Ils ont utilisé Wikipédia pour écrire un article sur le Cormanger, qui est une figure de la littérature médiévale assez classique. L'article n'existait pas. Le roi, trompé, si je simplifie, fait manger à sa belle le cœur de son amant. Voilà. Et donc, en fait, d'utiliser Wikipédia là-dedans, amener toute une série d'apprentissages. Déjà, il y a un cadre. Donc, on est obligé de citer correctement. On est obligé d'être sur des sources avérées. Sinon, ça marche pas, vous voyez. Parce que vous êtes dans une sorte de petite machine quand vous écrivez votre article. Et si vous ne le faites pas correctement, ça reste rouge. Vous pouvez pas publier. Ensuite, ils se sont rendus compte, en faisant ce travail, qu'il y avait plusieurs orthographes. Ça pose aussi la question intéressante aux Français, surtout aujourd'hui. On se rend compte que cette orthographe, elle n'est pas née comme ça, elle a évolué. Et ils ont, comme c'était eux qui écrivaient l'article, quelque part, dû faire toute une recherche là autour, etc. Donc dans ce cas-là, par exemple, bon, c'est français médiéval, mais c'est français collège, je pense que l'utilisation, disons la scénarisation en cohérence avec la technologie, à travers Wikipédia sur la rédaction d'un article, a été très motivante pour les élèves. Et l'enseignante me le disait, c'était une dame, elle me disait, ouais, je voyais qu'ils étaient vraiment... voilà, qui travaillaient là-dedans. Encore aujourd'hui, ils ont écrit un papier dans Wikipédia. Elle a été, ça crée un cadre. Elle m'a dit, jamais je n'aurais réussi à leur faire apprendre aussi finement ce que c'est qu'une citation, pourquoi il faut la construire de telle façon, etc., etc. Surtout les plus réfractaires. Les bons le faisaient bien, mais d'un coup, j'ai vu les plus réfractaires. Ça a permis aussi, alors après, bon, il y a évidemment l'enseignant derrière, hein, mais en forçant certains à rédiger, plus que d'autres, ben, les faire tous écrire, etc. Travailler en groupe. Donc, par exemple, personnellement, je n'enseigne pas le français, donc je suis un béotien, je peux me baser que sur ce que j'entends, mais je pense que dans ce cadre-là, on aurait un exemple d'utilisation des technologies qui pourrait être tout à fait cohérent dans l'apprentissage du français. Mais en effet, vous avez raison, ce que je dis, c'est que ça peut amener une plus-value dans ce type de travail, qui peut aussi être corrigé à distance, évidemment, ou disons... Parce qu'il y a dans Wikipédia des façons d'interagir, on peut rédiger à plusieurs, réécrire, etc. Donc ça permet aussi d'avoir ce suivi. Maintenant, c'est clair qu'on peut aussi très bien le faire sans Wikipédia, qui est d'ailleurs emblématique de cette un peu nouvelle culture. Donc, du pour et du contre, bien sûr. Bien, ben merci beaucoup pour votre attention.